Allen. Vous pouvez donc commencer l'enregistrement. On a un petit pattern et à Elisabeth pour la reconnaissance territoriale. Donc, celui-ci est le résultat d'un atelier que j'ai suivi sur la décolonisation. On nous a aidé à réfléchir à ce que ça signifiait pour nous. Moi, je m'appelle Elisabeth Muller. Je suis une colonisatrice sur la terre de Chiagan dans le Baby Point de Toronto. Je reconnais les terres Anishinaabe-Wendat sur lesquelles nous apprenons et organisons ces événements aujourd'hui. C'est important de faire ces reconnaissances parce que durant mon apprentissage à l'école, je n'avais jamais entendu ces noms et les difficultés qu'ils ont vécues étaient toujours mentionnées au passé. C'est plus facile d'oublier leurs difficultés si on en parle seulement au passé, de faire semblant que ça n'existe plus. En tant que militante, je m'engage à continuer à démanteler ces structures d'oppression qui ont enlevé ces droits aux ces populations autochtones. Aujourd'hui, on se connecte de façon numérique et on doit voir comment la technologie continue à perpétuer ces oppressions. Avec l'Internet haute vitesse, ce n'est pas toujours accessible à ces populations marginalisées. Et on sait que ça peut être très polluant aussi. Nous connaissons toutes les terres sur lesquelles on se réunit aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus, voici un site web pour en savoir plus. Vous pouvez créer votre propre reconnaissance territoriale. Je vous encourage à le faire et vous pouvez y réfléchir. Ça aide à la réconciliation. Ce n'est que le début de notre parcours en ce sens. Alors, maintenant, introduction à l'événement. Je suis tellement honorée que NEEDS est ici avec des leaders en situation de handicap dans tout le Canada pour discuter de santé mentale, apprentissage hybride, d'autonomie sociale et des plans de retour sécuritaire sur les campus et plus. Ça fait partie de notre projet Accès virtuel pour tous, d'une campagne de sensibilisation qui fournit des ressources aux étudiants en situation de handicap de niveau postsecondaire sur des sujets comme la transition vers l'emploi, l'autonomie sociale, l'accessibilité et plus. Et c'est soutenu par Emploi et Développement social Canada. Alors, rapidement, on a Julia Dendy de la Society for Students with Disability de l'Université de Victoria, Emily Shivers de l'Association des étudiants Mohawk du Collège Mohawk, Cassie Pitchford de l'Association Diversity Within Engineering de l'Université du Nouveau-Brunswick et Kaylee Hodgen de l'Invisible Disability Education and Advocacy Association de l'Université de Calgary. Un grand merci aussi à notre sous-titreuse Diane, nos interprètes Gila et Isabelle, nos modérateurs Franck et Junique et notre soutien technique Alan. Sur ce, on va commencer. Les panélistes, présentez-vous, parlez-nous de vous, du groupe d'étudiants que vous représentez, du travail que vous y faites. On va commencer avec Cassie. Merci Carly et merci à tout le monde qui sont là aujourd'hui. Cassie, étudiante en génie à l'Université du Nouveau-Brunswick, à Fredericton, présidente de la Diversity Within Engineering Society. J'ai un parcours assez unique. J'ai commencé à perdre mon ouïe après avoir commencé l'université et ça m'a vraiment ouvert mes yeux à l'oppression que vivent les étudiants en situation de handicap au postsecondaire. Je défends les droits des personnes en situation de handicap pour encourager les changements de
processus. Nous étions avant Women in Engineering, mais on s'est amalgamé avec une autre association et maintenant on s'appelle Diversity Within Engineering. On représente maintenant beaucoup de diversité, des personnes PANDC, les femmes, les personnes en situation de handicap, pour créer des espaces inclusifs. On crée des événements inclusifs et on encourage la défense, l'auto-plaidoyer. Et aussi, on fait de la promotion dans les écoles secondaires auprès des jeunes filles qui sont intéressées au domaine STEM, donc en sciences, mathématiques et génie. Merci, Cassie. C'est super que vous soyez sur ce panel avec nous. Emily, maintenant. Bon, le problème avec sourdine. Bonjour, je m'appelle Emily. Moi, je suis une personne non-voyante. Comme Cassie, j'ai eu un long parcours avec... contrairement à Cassie, j'ai eu un long parcours. Je suis à ma deuxième année finale au collège final. L'année dernière, j'ai commencé à travailler sur le conseil d'administration de cette association. J'ai été la première personne aveugle à faire partie de leur conseil d'administration. Le Mohawk Student Association, ou MSA, c'est un organisme à but non lucratif par et pour des étudiants du collège. On est séparés du collège, mais on travaille avec eux pour soutenir les étudiants, les autonomiser et créer une communauté qui les soutient dans des expériences positives et pour être une voix pour eux. On a travaillé très fort depuis avant la pandémie pour nous assurer de fournir des services équitables pour les étudiants. On le fait en comprenant les étudiants qu'on sert avec des groupes de discussion, des sondages. On les autonomise à co-créer et animer des événements sur l'inclusion. Par exemple, un atelier sur le langage des signes, la ASL. Et on a inclus sur les formulaires d'inscription une boîte sur les accommodements pour que nos événements soient inclusifs et équitables. On a un modèle pour faire la promotion de l'équité. Dans tout ce qu'on fait, on s'assure que les normes d'accessibilité sont respectées. Et je veux remercier Michael Ecknall qui m'a aidé à créer le contenu d'aujourd'hui. C'était donc un effort collectif. Merci, j'adore. Super de remercier. J'adore cet auto-plaidoyer, cette représentation. C'est un bénéfice pour tout le monde et non seulement pour les étudiants et étudiantes en situation de handicap. Kaylee, maintenant. Bonjour, je suis Kaylee Hutchin à la 4e année du programme d'études sur la réadaptation communautaire et d'études de la condition des personnes handicapées à l'Université de Calgary. Je vais bientôt terminer et hier, j'ai appris que j'ai été acceptée à la maîtrise en politique publique. J'ai des handicaps de santé mentale. Je comprends ce que sont les handicaps invisibles. C'est pour ça que j'ai créé la Disability Education and Advocacy Association, Invisible Disability Education and Advocacy Association. Et les handicaps invisibles, ça peut créer des situations de capacitisme vécues par ces étudiants. La semaine prochaine, j'anime un événement sur de nombreux diagnostics de ce type.
Nous avons du contenu créé par des personnes en situation de handicap. On fait des levées de fonds. On inclut les personnes avec ces expériences vécues. C'est difficile parce que nous sommes un nouvel organisme. On a commencé en plein milieu de la pandémie en septembre 2020. On n'a pas beaucoup de soutien ou de financement encore, mais on essaie de faire de notre mieux. Je pense que vous faites du travail incroyable. Je suis quelqu'un qui a un handicap invisible, de l'arthrite, entre autres. J'ai vu ce que vous faisiez et je me suis dit, il faut absolument qu'il soit sur ce panel. C'est un rêve pour moi, bien heureuse. Maintenant, pour Julia Denley, merci tout le monde. Brièvement, je veux brièvement reconnaître que je suis sur des territoires non cédés de plusieurs nations. Aussi, Julia, mes pronoms sont she, her, elle, étudiante en biologie à la 3e année, mais je suis à l'Université de Victoria depuis plus longtemps que ça parce que j'ai eu des problèmes de santé qui ont un impact sur mes études. J'ai une encéphalie et d'autres comorbidités. Ma passion pour la défense des droits et mon expérience vécue font que j'ai créé un club de défense de la santé mentale. Je travaille sur ça depuis 3 ans et demi. Je suis coprésidente. Je travaille aussi sur la campagne Access for All, accès pour tous. Ça milite pour un accès équitable à l'enseignement supérieur en maintenant des options d'apprentissage en ligne qui ont été créées et mises en place pendant la pandémie. Je travaille avec le syndicat des étudiants de l'Université de Victoria pour donner plus de visibilité aux étudiants en situation de handicap. Nos programmes et services incluent un programme de sécurité alimentaire, des groupes d'études en ligne, un espace visible sur le campus, un groupe de soutien de santé mentale, de la thérapie et des ateliers. On a des programmes de soutien économique aussi, du financement. Et l'accès à des technologies d'assistance, d'adaptation aussi. On fait aussi du travail de défense des droits, des campagnes. Notre campagne s'appelle Accès pour tous aussi comme la vôtre. On s'assure que les étudiants reçoivent les accommodements auxquels ils ont droit. Malheureusement, il y a encore beaucoup de résistance de la part des professeurs à ce niveau. Donc, on essaie de les soutenir et on fait de la défense des droits pour changer les politiques à cet effet. Donc, sur les politiques d'accommodement. Alors, c'est ça que je fais avec mon groupe SSD. J'ai vu beaucoup de gens hocher de la tête quand vous avez parlé de certains obstacles qui existent encore. Quand j'ai commencé à être handicapée, j'ai découvert votre groupe, le SSD, et ça a été super de voir ça. Alors, deuxième question. Pouvez-vous nous dire comment la pandémie a exacerbé les problèmes de santé mentale des étudiants et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour mieux faire face à ces impacts? J'ai fait un sondage et beaucoup de personnes ont dit que s'il y avait de l'anxiété déjà avant la pandémie, ça a empiré. L'agoraphobie, des compulsions de TOC, de TOC, trouble obsessif compulsif, a été empiré. Donc, des gens ont eu plus de dépression parce qu'ils ne pouvaient pas
voir leurs amis, aller au gym. Ça a été difficile pour nous tous. Beaucoup de difficultés de concentration dans les cours, du stress à cause d'un environnement à domicile qui n'était pas assez calme pour l'apprentissage. J'ai remarqué moi aussi que j'ai manqué de motivation, beaucoup de défis sur ce plan. Beaucoup de gens aussi sentent qu'il n'y avait pas assez de soutien de la part des enseignants, très démoralisant. Les accommodements n'étaient pas toujours au rendez-vous. Il y avait un manque de communication. Il y a un cours avec plusieurs enseignants. Il y a un manque de communication entre les enseignants. Donc, un autre défi à l'apprentissage. Et on sent aussi que beaucoup d'enseignants ont oublié qu'on était des humains de l'autre côté de ces petits carrés Zoom. On a tous des défis, des problèmes médicaux, plusieurs facteurs qui existaient déjà avant, mais qui ont été amplifiés maintenant. Oui, c'est très éclairant. Même avant la COVID, la situation de santé mentale était terrible. Et oui, je vois les gens hocher de la tête, oui. Il y a beaucoup de travail à faire sur la défense des droits, le lobbying, mais vous êtes tous des personnes incroyables, donc je ne suis pas très inquiète. Julia, maintenant, il y a plusieurs facteurs qui ont eu un effet sur la santé mentale des étudiants durant la pandémie, mais des choses positives aussi. Au début, beaucoup de personnes étaient à la maison avec beaucoup de distractions qui n'aidaient pas à l'apprentissage, donc ça augmentait le stress. Ils ont perdu les communautés qu'ils avaient dans les universités. Les personnes qui vivaient avec des troubles de santé mentale ont vu que ces derniers ont été amplifiés à cause de l'isolement. Et dans les universités, il y a des soutiens pour la santé mentale, mais ils n'ont jamais été suffisants. Et avec la pandémie, ça a encore empiré cette difficulté d'accès à ces services. Et ces soutiens de psychologues, par exemple, pour certains campus, étaient seulement disponibles en personne, mais maintenant, certains sont disponibles en ligne, qui a été très bénéfique. Et l'apprentissage en ligne, pour certains qui ont de l'agoraphobie ou qui sont très distraits quand c'est en présentiel, ont bénéficié de cet apprentissage en ligne. Pour les étudiants qui ont beaucoup de responsabilités comme le travail ou qui prennent soin d'une autre personne, ça a été bénéfique d'avoir ces cours à distance. Donc, ça a été bénéfique de créer certaines communautés en ligne, sur Discord, par exemple. Ils sont encore très actifs, ces forums, même pour ceux qui sont retournés aux études en présentiel. Et on a vu à quel point la défense des accommodements sont importants et on doit continuer à défendre ses droits. Avec la santé mentale, il y a de plus en plus de conscientisation sur ça, mais on a vu qu'on doit continuer encore plus. Absolument. On en a fait beaucoup, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce plan. Émilie? Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a déjà été dit complètement. Moi, au début de la pandémie, je venais de commencer mes études postsecondaires, donc je ne peux pas parler de comment c'était avant pour la santé mentale, mais
Quand j'ai commencé, moi, j'ai déménagé dans une résidence. J'avais pas de coloc, j'étais complètement seule, très isolée, encore plus que je ne l'aurais été à la maison. Et cette année, j'ai déménagé dans une maison avec des colocs, avec des personnes que j'avais jamais rencontrées. Et ça a fait que je me sens très déconnectée des autres étudiants et bon, ça a eu des défis sur le plan de la santé mentale pour moi comme pour beaucoup d'autres. C'est très difficile d'avoir des liens avec des gens, de connecter en général. Et pour quelqu'un en situation de handicap, pour moi, ces interactions en personne étaient très importantes pour sentir ce lien. Parce que ça donne des informations qu'on ne reçoit pas à travers un écran. C'est plus que de voir la petite boîte avec le nom de la personne. Certains ne se sentent même pas obligés d'allumer la caméra et je comprends parce que cette fatigue Zoom est épuisante. Moi, je l'ai fait moi-même. J'étais dans mon lit avec mon ordinateur. Pour mon association MSA, on a créé une initiative qui s'appelle Empower Me. C'était gratuit avec du coaching, de la thérapie de groupe, de la thérapie individuelle pour répondre aux besoins des étudiants. Donc, des gens qui savaient ce que vivaient les étudiants, savaient les défis qu'ils vivaient, nous a aidés durant cette période de pandémique qui était très stressante avec plusieurs inconnus. On voulait soutenir la santé mentale des étudiants, on voulait leur donner une voix à leurs opinions et leurs inquiétudes. On a un comité de représentation sur lequel je travaille et par exemple, hier, on donnait des petits sacs avec des cadeaux pour les aider avec le stress, comme des balles anti-stress, des livres à colorier, et ils étaient tous si heureux de recevoir ça. On a des ateliers d'information sur les choses qui peuvent aider les étudiants, qui peuvent les soutenir dans leur santé. Juste des petits rappels de « Hey, il faut boire plus d'eau ». Donc, plusieurs initiatives pour soutenir les étudiants et aussi pour parler de cette anxiété de retour en présentiel. On utilise plusieurs techniques pour créer un espace sécuritaire pour les étudiants, un espace où ils se sentent entendus, où leurs inquiétudes sont valides. La pandémie a été terrible, bien sûr, mais comme tu as dit, ça nous oblige à mettre en place des initiatives pour gérer les problèmes de santé mentale. Je ne sais pas si, en fin de compte, il y a eu plus de pertes que de gains, mais c'est très intéressant. Cassie, oui, j'arrête pas de hocher ma tête parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Pour nous, la capacité de tous pour les étudiants, pour les professeurs d'être vraiment eux-mêmes a été difficile. On veut soutenir ces personnes et notre syndicat étudiant a mis en place un service qui est couvert par leur assurance d'étudiants en premier cycle et donc il y a du soutien psychologique illimité pour ces étudiants. Mais on a réalisé que l'université ne nous parle pas beaucoup et ne nous demande pas quelles sont nos difficultés, les lacunes. Les choses nous arrivent, nous sont imposées sans qu'ils nous demandent si on le veut, si ça fonctionne et quel est l'impact sur nous. J'aimerais vraiment le concept de rien sur nous sans nous. J'aimerais voir ce concept appliqué.
parce que on a parlé beaucoup de ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas, mais il faut reconnaître ce qui a été utile pour les étudiants durant la pandémie, la flexibilité de cet apprentissage hybride. Donc, il faut soutenir la santé mentale en sortant de tout ça, mais aussi apprendre de ce qui a été utile et bénéfique. Absolument. Moi, je suis à l'Université d'Ottawa. Donc, oui, notre administration ne nous écoute pas. J'espère qu'ils vont voir cette vidéo. Prochaine question. Vous êtes très... Donc, comment l'apprentissage hybride a été bénéfique pour les étudiants en situation de handicap et que devrions-nous garder alors que nous retournons à l'apprentissage en personne si tel est le cas? Donc, Julia? Donc, ma réponse n'est pas très positive parce que UVic a encore beaucoup de travail à faire. Hein. Donc, on est retourné à l'apprentissage en ligne et ceux qui ont besoin de cet apprentissage hybride ont beaucoup de difficultés en ce moment. Cette information n'est pas disponible et ceux qui ont besoin de cette option ont eu beaucoup de difficultés. Invest in recording technology in over 100 classrooms, but there really isn't a clear expectation for profs to utilize this, and many of them just don't bother or have objections. Donc souvent, on ne s'inquiète pas trop d'accompagner les jeunes. Et donc parfois, on ne prend pas en considération les besoins spéciaux des élèves. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans le campus. Il pourrait y avoir certainement beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus d'accommodements qui soient faits pour les personnes, pour les étudiants avec des handicaps. Surtout l'accès équitable à tous les cours. C'est sûr qu'on l'encourage à tous les niveaux, mais il y a encore du travail à faire. Il y a des jeunes qui vont en cours, il y a des étudiants qui vont en cours même lorsqu'ils sont malades parce qu'ils ont peur qu'en restant chez eux, ça va avoir un impact négatif sur leur parcours d'études. Alors, plus on en apprend sur d'autres situations, sur d'autres contextes, plus ça nous inquiète. Alors, c'est important d'en parler, ceci dit. On est là pour aider la communauté et on est là pour écouter, puis pour améliorer la situation, pour faire notre possible. Alors, je vais inviter maintenant Cassie. Alors, j'appuie tout à fait ce que Julia a dit. Et pendant la pandémie, nos professeurs avaient besoin de beaucoup plus d'appui, d'être plus outillés de façon à ce que les étudiants puissent vraiment participer. Et pendant la pandémie, alors qu'on était tous en ligne, ils ont adopté une approche avec beaucoup de distance et ça laissait en cours de route beaucoup d'étudiants parce qu'ils s'en sont un petit peu lavé les mains, les enseignants. Alors, dans notre regroupement, on insistait beaucoup, depuis qu'on est revenu en personne, on insistait sur le fait que lorsque les étudiants viennent à présenter leurs problèmes, il faut pas c'est-à-dire il faut les écouter, il faut essayer s'asseoir, essayer de trouver une solution ensemble. Alors, pour ce qui est de l'apprentissage hybride, on a eu beaucoup de problèmes techniques à cause du passage en ligne au départ. Et donc, on avait l'accès au texte, mais beaucoup d'étudiants se sont trouvés en difficulté. Alors, souvent, la situation empêchait certains des étudiants de ne pas avoir, les empêcher d'avoir accès. Parce que ce qui s'est passé souvent, c'est que l'idée de la formule hybride n'enchantait pas les professeurs. Et donc, beaucoup d'étudiants ont fini par venir en personne parce qu'ils avaient peur d'être pénalisés.
Alors, j'encourage les enseignants à avoir un questionnaire, par exemple, qu'ils remettent aux élèves pour savoir quels sont leurs besoins, plutôt que de eux décider quels sont les besoins des étudiants. Alors, ça, c'est une des démarches que l'on encourage beaucoup. C'est c'est logique parce qu'on penserait avoir appris depuis le début de la pandémie, mais malgré tout, on continue à se diriger dans la mauvaise direction dans certains cas. Alors, je vais demander maintenant à Kelly de d'intervenir. Je suis tout à fait d'accord à 100% avec tout ce que j'ai entendu. J'ai le privilège d'être dans un programme d'études en réhabilitation communautaire et on penserait qu'on a beaucoup plus d'empathie pour ce que traversent certains étudiants, mais on n'est pas encore rendu là. En fait, par rapport à d'autres programmes, sous certains aspects, c'est même pire et c'est paradoxal. Lorsqu'on parle d'accessibilité à l'éducation, parfois, les enseignants nous disent on a quoi, 1 heure pour remettre notre travail, ensuite zéro communication. Alors, il n'y a pas beaucoup de compréhension et d'empathie de la part du corps professoral. On va voir un enseignant, il nous répond non, je peux pas vous aider parce qu'on n'a pas les services d'accessibilité. Alors, ce qu'il faut faire, c'est s'y prendre des mois à l'avance et parfois ça fonctionne, mais ce n'est pas une façon très efficace de répondre aux besoins des étudiants. Alors, c'est souvent le choix entre accepter la situation ou bien échouer. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de difficultés à bouger dans le campus parce que désormais, tout le monde est revenu en campus et beaucoup de gens ont des difficultés, par exemple, quand ils ont attrapé le COVID parce qu'ils sont aux prises avec la COVID longue. Donc, on ne comprend pas souvent que la pandémie a des impacts durables pour certains. Et également, il y a des étudiants parfois qui ont besoin d'aller aider dans leur famille parce qu'il y a d'autres cas de COVID ou d'autres problématiques de santé et on a du mal à les libérer. À part ça, il y a très peu d'accessibilité, encore une fois. C'est un gros problème que l'on a à l'Université de Calgary. Beaucoup de professeurs ont des difficultés avec la technologie pour ce qui est, par exemple, d'enregistrer les cours, pour rendre leurs cours accessibles par après. On a insisté sur le fait que les cours devraient être mis à la disposition des étudiants même après, lorsqu'il y a un besoin, mais il n'y a pas beaucoup d'efforts du côté du corps professoral. Alors, on se rend compte que ce retour en campus, c'est très problématique. Alors, on se trouve face à des situations assez intéressantes, je dirais, mais malheureusement, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de progrès qui ont été réalisés vis-à-vis des étudiants atteints de handicap. Alors, c'est intéressant de voir comment parfois, on offre des cours, on offre des formations, mais ensuite, sur le terrain, on ne voit pas tout de suite les résultats. Alors, avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'on peut tomber dans la catégorie atteint d'un handicap n'importe quand, dans le fond, parce que notre santé est fragile. Alors, on pensait que ça aurait ouvert les yeux, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, de notre côté, on est encore à 90% en ligne. Et on sait que, par contre, il y aura une réintégration progressive qui se fera d'ici l'automne. Et ceci dit, l'association commence à desservir ses étudiants à travers un système de programmation hybride. Donc, on a quand même une marge de manœuvre pour décider de revenir en campus ou pas. Et on veut s'assurer, bien sûr, que ce soit sécuritaire et on veut encourager le plus d'étudiants possible qui participent, mais qui soient outillés correctement. Donc, on
insiste sur les besoins d'accommodement pour les étudiants. On a été capable d'organiser des événements en offrant le choix d'y participer en ligne ou en présentiel. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le matériel et on donne le choix de participer en présentiel ou en ligne. Et pour certains, ça fonctionne très bien. Et donc, on donne le choix parce qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, ont besoin de revenir en présentiel parce qu'ils ont besoin de voir des gens ou bien parce qu'ils ont des problèmes avec la technologie. Donc, c'est important de donner le choix. Et donc, j'espère vraiment que l'on adoptera une approche plus ouverte une fois que l'on sera prêt à revenir complètement en présentiel. Et pour cela, il va falloir s'engager dans des conversations individuelles avec des groupes qui vivent des expériences différentes pour comprendre quels sont les outils qui peuvent le mieux aider tel ou tel groupe ou même telle personne. Parce qu'on ne peut pas mettre tous les étudiants dans un seul sac. On ne peut pas mettre les étudiants qui ont des problèmes de santé mentale avec d'autres. Pour certains, la modalité hybride fonctionne bien, pour d'autres moins. Donc, il faut y aller cas par cas. Alors, encore une fois, je pense que le plan de retour au campus est vraiment très, très important. C'est important de préparer à l'avance, de répondre aux questions pour voir qu'est-ce qui va être aidant pour chacun des étudiants. Et la réponse, certainement, c'est l'apprentissage hybride qui peut être, qui, s'il est bien piloté, peut être très, très aidant. J'entends que malheureusement, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais on continue à faire des efforts pour s'assurer qu'il y ait une bonne accessibilité dans le post-pandémie. Et on continue à insister auprès du collège pour dire combien c'est important de s'adapter aux besoins différents. Et on se croise les doigts pour que ça puisse être entendu. Alors, comment est-ce que l'apprentissage hybride a été positif pour les personnes, pour les étudiants avec des handicaps et comment est-ce qu'on envisage le retour en présentiel pour ces étudiants-là? Alors, je pense que pour les étudiants avec handicap, ça a été très, très aidant, l'apprentissage en ligne. Alors, il y en a certains qui adorent cette modalité parce que pour certains, même le fait de simplement ne pas avoir à allumer leur caméra, ça les aide. Et c'est sûr que, par exemple, s'ils se trouvaient en présentiel, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et puis, les enregistrements aussi. Donc, le fait de pouvoir revoir, revisionner par après certains enregistrements, ça aussi, ça a été clé, même pour des étudiants qui n'ont pas de handicap, pour les aider à suivre à leur rythme. Et puis, si on a un rendez-vous médical, par exemple, on sait qu'avec des rendez-vous de spécialistes, on peut pas, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Ou on est en cours, ou on va au rendez-vous avec le spécialiste. Alors que si les enregistrements sont là, on peut les réécouter par après. On n'a pas de trou dans l'apprentissage, dans le fond. Donc, ça aussi, c'était très bien. Autres avantages pour les étudiants handicapés, d'après mon expérience, les professeurs ont été assez flexibles. Si certains étudiants demandaient un déplacement, par exemple, pour des tests, ils ont été accommodants. Et je pense que du côté des professeurs, il y avait une bonne disponibilité, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'au niveau administratif, c'est plus figé, c'est plus difficile. Alors, c'est ce qu'on a pu constater. Alors, parfois, c'est ça le sentiment qu'on a. On se dit, les professeurs ne sont pas gentils, mais souvent, c'est parce qu'il manque aussi de formation adéquate.
Amélie? Alors, je vais sans doute répéter ce que j'ai déjà dit, mais je crois que c'est vraiment dans l'intérêt des institutions postsecondaires de continuer les cours en ligne et d'offrir également des cours en présentiel et de continuer à proposer des cours préenregistrés aussi ou qui peuvent être réécoutés par après. Je pense que c'est important de préserver ces acquis parce que c'est ce qui a permis de démonter certains des obstacles, des barrières qui empêchaient certains des étudiants handicapés de participer pleinement à leur éducation. Alors, donc l'accès à la technologie, à la documentation électronique, c'est très important. Dans le passé, je me souviens que j'avais beaucoup de mal à avoir accès, par exemple, aux présentations, PowerPoint, etc. Alors, depuis qu'on est en ligne, tout ça, tous ces obstacles-là ont été éliminés parce que donc j'ai plus eu à demander aussi souvent parce que c'était comme institutionnalisé. Et donc, c'est devenu la norme que l'on nous remette les présentations, etc. Alors, c'est sûr que l'apprentissage face à face en présentiel nous manque, mais il va falloir, encore une fois, conserver les acquis que l'on a développés pendant cette pandémie. Donc, continuer à offrir des versions enregistrées, offrir des contextes comme MyCanvas ou d'autres plateformes d'apprentissage en ligne où tous les étudiants peuvent participer, où on peut présenter quand même, on peut faire des tests en ligne, remettre des travaux en ligne. Donc, tout ça, c'était un gros développement et le fait que l'on puisse avoir du contenu disponible en ligne et de l'apprentissage face à face, mais en ligne, ça a vraiment éliminé beaucoup d'obstacles. Alors, il faudra voir comment est-ce qu'on peut les intégrer dans une nouvelle modalité aussi mi-présentielle, en fait hybride. Et, et puis, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants du monde entier qui s'intéressent à nos cours aussi au Canada et qui autrement n'auraient pas pu participer, alors que maintenant, ils ont accès à distance à ces contenus éducatifs. Donc, tout ça, ça ouvre une grande variété d'options qui avant n'étaient pas possibles. Alors, parce qu'avant, c'était inéquitable, c'était inaccessible. Alors, il faut vraiment qu'on tire le maximum de leçons de ces 2 dernières années. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce serait absolument inéthique de revenir en arrière et en fait, de renoncer à ces acquis. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusqu'ici. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits à travers l'apprentissage hybride, beaucoup plus d'accès au matériel, la capacité, par exemple, aussi de réduire le débit, par exemple, lorsqu'on écoute la vidéo. Moi, ça m'a permis de pouvoir comprendre des choses que je n'avais pas compris du premier coup et de réécouter à mon rythme par après. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça extrêmement aidant. Et puis, beaucoup de gens ont dit aussi que ça les aidait d'avoir un environnement, de se trouver dans un environnement familier pour faire leurs tests ou remettre leurs travaux. Donc, on n'a pas besoin de se mettre dans des situations qui parfois sont inconfortables. Et même pour les études, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pas pu faire, ou en tout cas que j'aurais pas fait aussi bien en présentiel. Alors que dans le confort de chez soi, on est plus à l'aise, on est sans doute aussi plus productif. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, on a trouvé aussi qu'on gagnait du temps à ne pas faire les déplacements en autobus ou autre. Les allers-retours, c'était du temps gagné et ça aussi, ça a changé complètement la game. Et ça nous a permis de libérer du temps pour prendre davantage soin de nous. Et puis, on a également un stress buster pour certains cours, c'est-à-dire une extension de temps mais c'est autorisé uniquement pour certains cours et uniquement sur un arc de 24 heures.
Et donc, je pense que ces initiatives-là sont quand même un pas dans la bonne direction. Et puis, on nous donne une fenêtre de 24 heures pour remettre nos tests, nos, nos devoirs. Et ça a été aussi très aidant. Donc, s'il y a un décalage, on peut avoir une marge de manœuvre pour remettre nos travaux. Donc, si par exemple, on a des rendez-vous dans la journée, des rendez-vous médicaux ou autres, l'histoire du spécialiste, par exemple, ça nous permet de jongler un peu mieux le fait d'avoir ce battement. Et c'est aussi bien de pouvoir choisir le moment dans la journée où on est à son meilleur, on est le plus efficace aussi pour faire un test ou remettre un travail. Donc, j'espère que tout ça, ça va pouvoir être conservé. Et il y a eu beaucoup de coupures de budget pour le post-secondaire dans notre province. Alors, je n'ai pas énormément d'espoir, mais j'espère que l'on pourra préserver, donc, encore une fois, le plus possible ces acquis. Alors que vous parliez, je me dis, c'est incroyable de penser qu'on est tellement habitué d'être en ligne que souvent on ne prend pas le temps de prendre on prend plus le temps de prendre des repas complets. Alors ça aussi, c'est quelque chose, un phénomène intéressant. Alors, c'est vrai que ça a changé complètement les règles du jeu. Et donc, j'ai vu que c'était le cas pour moi comme d'autres étudiants. Par exemple, pour certains étudiants qui souffrent de fatigue chronique et qui se trouvent chez eux, c'est beaucoup plus souple. Ils n'ont pas à se déplacer, à aller physiquement dans les cours, dans les classes. Et donc, ça, c'était très aidant. Et ce genre de situation aussi aidante pour des étudiants qui, par exemple, se distraient plus facilement, qui ont des troubles d'attention. Le fait d'être chez soi et d'être plus concentré est aidant au niveau académique. Et donc, ça peut être, on considère que c'est aidant aussi, peu importe qu'on soit dans un contexte de pandémie ou pas. Donc, c'est clair que les étudiants ont tiré un maximum d'avantages de ces modalités d'enseignement alternatifs et hybrides. Et puis, le fait d'avoir des cours hybrides ou des cours à distance, ça permet aussi d'avoir un nombre plus grand de participants, d'étudiants. Donc, je pense qu'à tous les niveaux, c'est certainement positif. Maintenant, on ne peut pas prévoir comment ça va être à, à l'avenir, mais c'est certainement une plus grande flexibilité qui est très appréciée. Et même pour les étudiants qui avaient l'habitude, qui préfèrent être en présentiel, ça donne une plus grande flexibilité. Alors, j'espère que les formules hybrides deviendront la norme à l'avenir. Alors, j'ai répondu de façon très générale, mais si vous avez des questions plus précises, vous pouvez me contacter et je pourrai échanger avec vous sur des questions peut-être plus spécifiques. Alors, il y a des jours où j'ai décidé de me rendre en présentiel, mais d'autres jours où la condition que j'avais me contraignait à rester à la maison et c'était très aidant de pouvoir suivre les cours de la maison. Et puis, par exemple, en ce moment même, j'ai le choix au moins de ne pas allumer ma caméra parce que je suis peut-être obligée de m'allonger, mais je peux participer malgré tout. Donc, j'ai trouvé que c'était formidable de pouvoir suivre les cours en ligne. J'ai pu canaliser mon énergie sur mes études et être beaucoup plus efficace. Alors, le fait de pouvoir avoir accès aux cours de chez moi m'a permis d'être beaucoup plus efficace. Alors,
Maintenant, mon université est revenue pratiquement entièrement à l'apprentissage en présentiel. Alors, c'est pour ça qu'on pousse pour conserver des modalités hybrides. Et je pense que c'est très important de défendre cet acquis parce que les besoins sont tout à fait individuels et si on veut vraiment offrir un accès équitable à tout le monde, il faudrait que l'on continue à donner la possibilité de suivre les cours de façon hybride et je vais continuer à défendre cette cause simplement parce que c'est logique. Merci, merci beaucoup. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, avant la pandémie, c'était est-ce que je pourrais avoir cette présentation, demander au professeur, et c'était toujours absolument impossible. Maintenant, avec l'expérience qu'on a vécue, on est rendu ailleurs et donc c'est très, très aidant. Alors, je ne sais pas si on peut accélérer un petit peu. On a les dernières questions. Comment est-ce que les étudiants avec handicap peuvent défendre donc ces questions, ces services? Alors, il faut contacter les représentants étudiants. Nous, on avait des représentants étudiants qui étaient très actifs. Alors, il faut vraiment se parler avec les représentants étudiants pour qu'on s'enligne, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et en faire des alliés. Alors, je pense moi aussi que c'est important de créer des alliances avec d'autres représentants étudiants pour défendre nos causes, pour défendre notre une accessibilité plus grande. Et donc, je pense que c'est vraiment une question d'alliance. Amélie? Je peux certainement insister sur le fait de contacter le conseil d'administration et continuer à se faire des alliés en disant aussi que ces questions d'accessibilité ne concernent pas simplement les étudiants avec des handicaps, mais également tous les étudiants. Ce sont des avantageux, c'est un avantage pour tous les étudiants. Les leaders étudiants, je dirais, c'est important de les contacter parce qu'ils vont vous défendre. Et n'oubliez pas de vous faire entendre parce que c'est toujours plus facile d'ignorer peut-être un étudiant, mais étudier et mettre de côté ou comment dire, ne pas entendre une dizaine d'étudiants, ça devient plus difficile. Alors, s'unir à d'autres et faire entendre les voix et humaniser ces voix. Je dirais ne jamais laisser tomber parce qu'on sait que c'est la bonne voie à suivre, qu'on est dans notre droit. Alors, je trouve que vous êtes vraiment formidable dans ce que vous dites et dans l'enthousiasme que vous apportez. Alors, bravo. Je vous trouve vraiment des panélistes aussi formidables, engageants, motivants. Et merci beaucoup pour ce travail d'équipe. Merci pour nos participants qui ont souvent renoncé à l'heure de lunch aussi pour être là avec nous. Alors, on lance toute une série d'événements pour le printemps au mois d'avril, événements sur le mentorat, sur l'accessibilité virtuelle et toute une série d'autres sujets. Donc, à partir du mois d'avril, on va également envoyer un appel pour des panélistes. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, contactez-nous. Alors, gardez un œil sur notre bulletin aussi. Et on est également sur notre programme de prix et de subventions, de bourses, pardon. Et donc, on accepte toutes les demandes. Donc, je vous invite, tous ceux qui sont éligibles, je vous invite à présenter vos demandes. Alors, dans le chat, je vous envoie le lien pour les demandes, applications. Et puis, inscrivez-vous à notre bulletin si vous voulez avoir des nouvelles régulièrement. Et puis, on va vous envoyer un lien avec l'enregistrement de cet événement une fois que ça sera téléchargé sur notre
page, notre site web, il y aura un petit délai, mais ensuite vous allez recevoir donc toute l'information et les liens pour information et les liens pour information et les liens pour information et les liens